vélo. Ouais. Allez. Allez en haut, allez champion.
pas d'assistance. J'aurais dû faire un peu plus loin. Putain, il n'y a même pas de porte d'agage. Allez, vas-y. Rien ne sert de courir sans avoir trouvé le bon assureur. RMC Running avec Assu 2000. On est là jusqu'à 13h dans les grandes gueules du sport avec Marie-Zévan GP, Denis Charvet, Olivier Giraud, RMC Running comme tous les samedis avec Stéphane Diagana, ambassadeur d'RMC Running. Stéphane, bonjour. Bonjour, salut à toutes Salut et tous. Steph. Salut. Dans quelques minutes, on va également parler d'une épreuve dont RMC est partenaire, la renaissance du Cross du Figaro, épreuve historique qui avait disparu et qui réapparaît. Ce sera tout à l'heure. Mais là, si vous rentrez de vacances, si vous nous écoutez tranquillement dans votre canapé, que vous vous dites je me remettrai quand même bien au sport, je me remettrai bien à la course à pied, j'ai rien foutu pendant les vacances, eh bien écoutez bien les conseils de Stéphane dans RMC Running ce matin. Oui, parce que ils sont beaucoup, Stéphane, dans ce cas-là. Soit la rentrée, c'est les bonnes résolutions, on va s'y remettre. Mais il y a des façons de s'y remettre et on va rentrer un peu dans les détails. Comment reprendre l'entraînement après les vacances? Alors évidemment, il y a plusieurs types de sportifs, Stéphane. Il y a ceux qui ont un peu couru pendant les vacances, il y a ceux qui ont été à bloc pendant les vacances et puis il y a ceux qui n'ont rien fait. On va d'abord se préoccuper de ceux qui n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'on leur conseille là pour le début du mois de septembre? Déjà c'est pas bien parce qu'on leur aurait donné des devoirs de vacances quand même avant de partir, c'est vrai. Ouais. non mais bon, c'est vrai qu'après on a envie de se la couler douce parfois et quand il fait très chaud c'est difficile de courir aussi. Donc quand on reprend, ça dépend si on a un objectif de compétition ou pas, mais quand on reprend il faut accepter, le plus difficile c'est d'accepter de repartir à un niveau un peu plus faible, parce qu'on perd assez vite quand on pratique pas. Donc il faut pas s'affoler, commencer déjà par des choses pas trop intensives, pas trop longues, et puis une fois de plus on rajoute de l'intensité, un petit peu d'intensité, un petit peu de durée au fur et à mesure. On peut commencer aussi par du vélo, que ce soit du vélo d'appartement ou en salle de fitness ou du vélo si on a l'occasion de faire du vélo chez soi, et dans ce cas on peut rechercher un peu de travail en côte aussi pour travailler et le cardio musculaire et en même temps renforcer les muscles des cuisses pour protéger les genoux, les articulations. Et ça, c'est une idée reçue parfois. Le vélo est complémentaire de la course à pied. Oui, bien sûr, et c'est intéressant justement dans ces phases de reprise parce que le risque, c'est comme on s'est un petit peu démusclé, au-delà d'avoir perdu sur le plan cardiovasculaire, comme on s'est un petit peu démusclé, le risque c'est de soumettre les articulations à des chocs avec une masse musculaire un peu amoindrie qui protège moins les articulations. Et le vélo, si on met un petit peu de résistance dans les côtes, qu'on fait pas trop tourner les jambes, ça va vous redévelopper votre masse musculaire et protéger vos genoux quand vous allez reprendre aussi. Donc c'est pas mal de pouvoir faire ça en salle ou dehors si on a la possibilité. Au niveau fréquence d'entraînement, quand on n'a rien fait là pendant 15 jours, 3 semaines, voire un mois de vacances, faut faire quoi? 2 fois par semaine pour démarrer? 1 fois par semaine? Ouais, si on a coupé 15 jours, c'est vraiment pas grand chose. Si on a coupé un mois, c'est sûr qu'il faut, et qu'on avait une pratique habituelle à 3 fois par semaine, on peut reprendre à 3 fois par semaine. Et d'ailleurs, la rentrée, c'est intéressant parce qu'il y a aussi des changements d'agenda, des changements de rythme. Il y a des gens qui déménagent, qui changent professionnellement. Et faut retrouver un rythme, trouver des collègues aussi avec qui on a envie de partager les choses. C'est toujours plus facile à deux. Donc
Donc c'est le moment de regarder les agendas, de les croiser, de prendre les résolutions et les habitudes. Un truc à ne pas faire, Stéphane, je sais pas si tu confirmeras, c'est de dire bon, allez, j'ai arrêté pendant 3 semaines, à mois, je vais me filer une branlée terrible, et le mec qui part, il met 1h30, et puis il ressort, il est super content quand il arrive dans le canapé, il pue des pieds, tout ça, il est monstrueusement rouge, ces gamins veulent même pas le renifler, mais par contre après pendant une semaine il y a les courbatures, et là il reprend pour 2 mois d'inactivité, quoi. Voilà, donc il faut commencer mollo. C'est ça, le piège, c'est de vouloir s'en mettre une bonne pour rattraper parce qu'on se sent coupable. Non, il n'y a pas de culpabilité à couper un mois pendant les vacances, ou 2 semaines ou 3 semaines. Faut être raisonnable à la reprise et humble, modeste, voilà, se dire qu'on a perdu, c'est pas grave, ça va revenir au fur et à mesure, et la progressivité. Par contre, il ne faut pas avoir peur des courbatures non plus, parce que de toute façon, souvent quand tu reprends, même si tu le fais tranquille, etc., franchement, t'as mal jusqu'aux oreilles, et 2-3 jours après, t'as encore mal. Il faut pas hésiter à aller recourir, même en ayant un peu mal, en allant plus doucement, mais pas se dire ok, je vais attendre que tout parte, parce que le début, c'est un peu violent quand même. La gestion des courbatures, je pense, que ça fera l'objet d'un RMC Running spécifique, parce que les courbatures, c'est pas trop grave en soi. C'est vraiment les problèmes articulaires. Non, c'est les problèmes articulaires et de dos, parce que quand on arrête, on se démuscle, et c'est pour ça qu'il faut refaire un peu de renforcement musculaire. Même des mouvements comment dire, de renforcement du dos, comme on les avait décrits une fois, qui se font chez soi. On s'appuie sur les coudes, à plat ventre, on se lève, on gaine, on fait du travail de gainage. Mais tu crois sincèrement, Stéphane, que même quelqu'un qui n'est pas dans une pratique de compétition ou de haut niveau va se démuscler? Parce qu'en fin de compte, on dit que souvent ce sont ceux qui sont très musclés qui se démusclent. Celui qui a une pratique régulière de 2-3 fois par semaine va finalement pas tant perdre que ça pendant l'été. Ça va assez vite quand même. Après, c'est proportionnel bien sûr, et c'est différent d'une personne à l'autre, c'est proportionnel à l'intensité. Si on s'entraîne beaucoup et qu'on coupe un mois, on perd beaucoup plus que si on s'entraîne peu. Mais malgré tout, cette perte de tonicité musculaire peut entraîner des problèmes de dos, donc c'est pour ça que je préconise d'abord des choses sur le vélo ou du renforcement musculaire statique pour pouvoir éviter les problèmes articulaires. Est-ce qu'il vaut mieux recommencer en salle ou dehors? Tu veux dire sur un tapis roulant? Ouais. Steph. Je dirais que moi je suis partagé, parce que c'est vrai que le tapis roulant est moins exigeant au niveau musculaire, au niveau des masses postérieures des cuisses, au niveau des ischios. Donc là, on aura un petit peu moins de courbatures, on peut gérer sa vitesse, mais d'un autre côté, on n'a pas tout. Ça dépend. Si on a des objectifs de course, le tapis remplace pas la course à pied sur route. Ça peut temporairement comme ça, mais ça remplacera jamais une préparation sur une route ou sur des chemins. D'ailleurs, Stéphane, il paraît que quand c'est les runners qui ont l'habitude de courir en extérieur, quand ils vont sur un tapis, il faut mettre un peu de pente au tapis pour retrouver des conditions. Voilà. Faut pas courir sur le tapis plat. Faut mettre genre 5% de ou 3%, voilà, 3% de pente. Malgré tout, les ischios, le tapis, il fait le travail. Il vous ramène le pied d'avant vers l'arrière. C'est lui qui fait ce travail-là. Ça donne une sensation. Alors que d'habitude, c'est vous qui tirez sur la piste, et donc les ischios, les muscles postérieurs des cuisses, sont toujours plus sollicités. Par contre, en mettant un peu d'orgue, vous allez augmenter le travail sur les muscles antérieurs, les quadriceps, qui vont donner un petit travail de côte en fait. Ah oui, mais on sera encore plus musclé à l'avant et moins à l'arrière si tu mets de la côte. C'est déséquilibré parce que c'est la gueule après. C'est pour ça qu'il faut pas faire que du tapis. Tu vois, quand j'étais à Moscou, je vous l'ai assez dit pendant l'année que je suis quand même pas trop course à pied. Je me suis dit, je vais quand même écouter les conseils de Stéphane. Je vais essayer d'aller courir. Donc j'ai fait sur un tapis roulant. Je me suis pris pour une reine. J'ai couru 1 heure. J'étais transpirante, mais bien impeccable. Le lendemain, je me suis dit, bon, je vais aller faire un footing puisque je suis capable de courir 1 heure. Je tenais un quart d'heure, j'étais défoncé. Impossible. Et je me suis dit, c'est vraiment étonnant. Tu vois, j'avais pas calculé que t'as pas la même traction, tu n'as pas la même façon d'utiliser le muscle. Il vaut mieux. Alors, encore une idée reçue, Stéphane. Enfin, une idée reçue ou pas. En combien de temps est-ce qu'on perd son capital entraînement? C'est-à-dire, quand on arrête une semaine, on a perdu quoi? 50%? Quand on arrête 15 jours, on a perdu quoi? 70%? Non. Et puis c'est jamais de cet ordre-là. C'est jamais pour un athlète très très entraîné. Souvent, arrêter une semaine, c'est presque salutaire parce qu'on est toujours à la limite du surentraînement. Donc, pour un athlète très entraîné, parfois qui doit s'arrêter, il reprend une semaine après, il a des ailes. Donc, on perd pas en une semaine si on est très entraîné. On commence à perdre un petit peu au bout de 2 semaines et beaucoup au bout d'un mois. Voilà, c'est 2 semaines d'inactivité, on a perdu, je dirais 5%. Et puis au bout d'un mois, par contre, là, ça tombe. Au bout d'un mois, on peut perdre. Je parle sur de l'aérobie. Sur les distances qui nous intéressent, on peut perdre là beaucoup plus, et autour de 15-20%, et il faut vraiment
remettre la machine en route, quoi. Bien. Olivier, Denis, je ne sais pas si vous avez suivi avec intérêt. Vous suivez les conseils de Stéphane. Ils ne s'arrêtent pas l'été. Non, mais alors, non, pas du tout. Moi, l'année dernière, j'ai fait le marathon de New York qui n'a pas eu lieu, mais j'ai fait 2 mois d'entraînement. Présenté comme ça, c'est un peu compliqué. Ouais, mais il a raison de dire ça. Il a raison de dire ça parce qu'il a fait la préparation. Et c'est presque aussi dur. Je vais te dire, en plus, j'en ai appris ça le vendredi que ça s'était annulé, donc c'était affreux, mais bon, en même temps. Non, mais c'est la façon dont tu le dis, quoi. Avec le pauvre Moscato. Et alors, j'ai appris, Stéphane, justement, qu'il fallait une pointure de plus pour courir, par exemple, ce qu'on ne sait pas souvent. C'est pas mal parce que c'est vrai qu'au bout de 42 km, on a les pieds qui enflent un peu, qui se gonflent, et donc si on part avec des chaussures trop serrées au Tu départ. n'as pas écouté notre spécial RMC Running, spécial choix des chaussures. Moi, je voulais demander un truc à Stéphane. C'est souvent, il y a beaucoup de gens qui ont cette idée qu'il faut courir pour maigrir. Mais est-ce qu'il ne faut pas déjà maigrir pour pouvoir courir? Oui, je suis complètement d'accord. Et oui, bien sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est traumatisant la course. Quand on a des kilos en plus, c'est de la charge en plus sur ses disques, au niveau des vertèbres, sur les articulations des genoux, des chevilles, et c'est pas forcément l'idéal. Donc déjà commencer à adopter une hygiène de vie qui convient bien, perdre quelques kilos sur des sports portés. Hein. Le vélo, moi j'ai fait pas mal de vélo cet été avec des amis là, et j'ai quelques amis qui se sont mis au vélo. C'est assez radical aussi, c'est très exigeant, même si on n'utilise pas le haut du corps. Et quand on commence à enchaîner les sorties, on perd du poids. Et après, on est mieux sur la course et on prend moins de risques à se lancer sur la course à pied. Alors vous savez que sur RMC Running, sur rmcsport.fr, vous retrouvez des conseils d'entraînement, vous retrouvez également des conseils nutrition d'ailleurs. Et puis RMC Running est partenaire de plusieurs courses d'importance, dont le Cross du Figaro qui est réorganisé. C'est une épreuve mythique, le Cross du Figaro. Christian Fock est avec nous. Il est l'un des organisateurs du Cross du Figaro qui aura lieu fin septembre, le 22 septembre, avec différentes formules. Bonjour Christian. Bonjour. Alors pourquoi avoir remis au goût du jour cette épreuve mythique ? Ça a été au vu de l'engouement effectivement du running, le Figaro, si on a une marque et on a beaucoup de gens qui régulièrement tous les ans nous demandent quand aura lieu la prochaine édition, puisque ça s'est arrêté hélas en 2000. Et voilà, et donc le Figaro s'est dit pourquoi ne pas relancer cette épreuve mythique, voilà, avec un partenaire qui nous balance. Et donc là on relance le 22 septembre la 41e édition du Cross du Figaro, qui s'appelle maintenant New Balance. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le Cross du Figaro? Parce que quand on dit cross, évidemment, Stéphane connaît le dossier, ça veut dire que c'est pas uniquement évidemment une course sur route classique. Il y a peut-être de la boue s'il pleut. On est sur des chemins, on est sur différents types de sols. Exactement. Alors c'est un Cross du Figaro qui a quand même été un peu modernisé pour répondre un peu, je dirais aussi à l'évolution des attentes des runners. Mais c'est quand même un parcours. Alors d'abord, ça n'a plus lieu à l'endroit historique qui était le Bois de Boulogne. Là, on fait ça dans le domaine du parc national de Saint-Cloud, qui est un endroit assez exceptionnel et assez très beau et que connaissent bien tous les runners de l'Île-de-France. Donc c'est quand même un parcours sportif, puisque l'épreuve majeure c'est 12 km, avec une particularité effectivement, c'est que c'est sur un terrain mixte, puisqu'on est à la fois sur du pavé, sur des allées, sur du chemin en forêt. Il y a à peu près un tiers du parcours qui est quand même sur des chemins de forêt avec effectivement des aspérités, puisque il y a des branches, il y a des trous, il y aura de la boue s'il pleut, évidemment, mais voilà, mais il n'y a pas les obstacles qu'il y avait à l'époque, mais il y a quand même des obstacles naturels. Voilà. Merci Christian Fock. Le Cross du Figaro, c'est le 22 septembre. Vous pouvez toujours vous inscrire pour participer. RMC, les grandes gueules du sport. Gilbert Bribois, Serge Simon. Avec Paris-Zévan GP, avec Céline Géraud, avec Brahim Asloum. RMC Running, c'est parti. RMC Running. Stéphane Diagana est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Ambassadeur d'RMC Running. Salut, vous retrouvez bien sûr toutes les infos RMC Running sur Twitter, sur rmcsport.fr. Ce matin, dossier crucial. Attention Céline. Évidemment. Eh oui, mais c'est très important. Comment bien faire ses étirements? On a eu Christine Aron il y a quelques semaines qui nous disait, déjà qui tordait le cou à une idée reçue, qui nous disait attention, ça ne sert pas forcément à grand chose de faire les étirements dès que vous avez terminé votre entraînement ou votre course. Mieux vaut attendre
quelques minutes ou quelques heures. Stéphane, tu confirmes cette donnée de Christine Herron qui a totalement révolutionné ma façon de faire les étirements? Effectivement, oui, elle a raison. Il faut préciser certaines choses, mais elle a raison en partie, parce que c'est vrai que pendant longtemps, les étirements, ça a été systématique. Après, ça a été d'abord des étirements par à-coups. Donc ça, depuis longtemps, on sait qu'au contraire, ça va être des étirements posturaux, des postures que l'on maintient. Ça, on le sait depuis longtemps, mais plus récemment, depuis peu, on sait que notamment sur les séances qui ont été très très exigeantes, donc une sortie longue en courant, ça sollicite fortement les mollets notamment. Faire des étirements après un marathon tout de suite, en fait, on se rend compte que ces muscles, ils sont déjà presque en état de micro-lésions avec des inflammations, et que de tirer sur des muscles qui ont déjà été abîmés par ces efforts-là, c'est pas une bonne chose. De la même façon, après une séance de sprint, on crée des micro-lésions sur notamment les muscles postérieurs de la cuisse qu'on appelle les ischios, et là c'est pareil, sur ce genre de séance, c'est criminel de faire des étirements après. Alors je vous dis ça, mais c'est vrai qu'on l'a fait pendant longtemps, on sait que maintenant c'est pas une bonne chose. Par contre, après quelque chose de très très doux, une course sur terrain souple, pas très agressive, c'est mieux de les faire là plutôt que de les reporter au lendemain et puis finalement de ne jamais les faire. Voilà. Mais le mieux, c'est peut-être d'attendre quelques heures. Donc en fait, peut-être que le muscle refroidisse quand on court le matin, de s'étirer le soir par exemple alors. Oui, alors si on est vraiment sur des séances de sprint, des choses explosives, c'est même plus que quelques heures. C'est reporter ça à un moment calme où on a fait sa récupération, où on a pris sa douche presque le lendemain, il faut attendre. Si on est sur quelque chose, comme je disais, une course tranquille, sur terrain souple, on peut y aller tout de suite après parce qu'on n'a pas traumatisé le muscle au point de créer ces micro-lésions qui sont propres à des efforts d'endurance très très longs ou à des efforts de sprint très intenses. Mais dis-moi, Stéphane, on a fait tout faux pendant des années alors. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que tu tiens tout au fur et à mesure. La science nous aide, heureusement. Mais Céline n'est pas très d'accord parce qu'elle nous disait en antenne que toi tu es plutôt agressive quand le muscle est turgescent là de suite. Voilà, faut tout de suite. Bravo, tiens. Ouais, mais notamment si on compare, alors je sais pas si Céline fait référence à la course à pied ou au judo. Ah oui, au judo évidemment. Sur les sports comme le judo, ça peut être différent parce que on n'a pas d'efforts excentriques aussi forts. Les contractions excentriques, en fait, faut expliquer, ce sont des contractions musculaires qui se font pendant une phase d'étirement. Typiquement, un sprinter, quand il allonge la jambe devant, il y a un moment, les muscles postérieurs de la cuisse qui vont freiner le mouvement, donc, et qui vont potentiellement être abîmés par ces mouvements de freinage du mouvement. Donc ce sont des contractions mais dans des phases d'étirement puisque la jambe s'allonge. Et ça crée des lésions. De la même façon, l'amorti au sol sur un footing crée des lésions. Après, sur des mouvements de judo, vous avez les deux pieds au sol, où vous êtes plus sur ce qu'on appelle des mouvements concentriques, où là le muscle se contracte mais en se raccourcissant. Donc il y a moins de dégâts et c'est plus envisageable directement après une séance de faire des étirements. Autre idée reçue, est-ce qu'il faut augmenter les étirements quand on prend de l'âge? C'est ce qu'on dit souvent, c'est dire voilà, plus t'es vieux, plus il faut faire d'étirements. Est-ce que c'est vrai ça? Alors c'est vrai parce que la souplesse c'est quelque chose qui se perd avec le temps. On le voit bien si on va à l'extrême quand on regarde certaines personnes âgées voûtées traverser la rue et on voit bien que ça se perd avec l'âge, donc il faut l'entretenir parce que si on ne l'entretient pas, non seulement c'est du confort de perdu et en plus le vrai problème que l'on a si on est dans une logique de performance, c'est que les muscles se raccourcissant, ils deviennent moins performants parce qu'un muscle a besoin d'être étiré dans sa longueur maximum avant l'impact, avant de produire une force quand on court notamment, et je pense aux muscles du mollet, pour pouvoir être le plus efficace possible. Donc c'est une question de performance et de confort. Donc typiquement, pour être concret, quelqu'un qui a la cinquantaine, qui court 1 heure, il faut au moins faire 20 minutes d'étirement au minimum. Alors, donc si j'ai bien compris, moi je ferai des étirements avant la course. Je te suis parce que c'est pas du tout comme ça que je travaillais pendant 20 ans. Tu fais ta course, tu t'hydrates bien, tu vas te reposer. Éventuellement, si tu as le temps, 1 heure après, tu fais quelques étirements ou tu les reportes au lendemain. Voilà, dans une logique un petit peu de ce qui se fait, le yoga, on n'a pas besoin de s'échauffer outre mesure pour faire des étirements. On peut les faire donc ces étirements à distance dans le temps de sa séance, surtout une fois de plus si elle a été intense. 1 heure de course à pied sur un terrain dur pour quelqu'un qui n'est pas très entraîné, ça peut laisser des dégâts sur les mollets. Donc retirer sur les mollets tout de suite, c'est pas terrible. Sur les quadriceps,
les muscles antérieurs de la cuisse, c'est différent, ça se discute. Mais sur les mollets, vraiment, il faut éviter et laisser du temps de récupération. Messieurs, dames, Georges Quirino, l'arrivée de la course dames des championnats de France de cyclisme. Georges. À l'instant, avec le sacre pour Elise Delzen, 24 ans, coureuse de l'équipe pédale madélénoise, qui s'impose donc devant Aude Bianic, devant Amélie Riva, et Aude Bianic. Pauline Ferrand-Prévot, qui était l'une des favorites, vainqueur du contre-la-montre il y a 2 jours, termine 4e. Donc Elise Delzen qui succède à Marion Rousse avec le maillot tricolore sur les épaules. Et vous allez certainement me poser une question sur Jeannie Longo. Eh bien, elle est dans le peloton très loin. Elle était à 4 minutes tout à l'heure de l'échapper, donc elle terminera dans le peloton. C'est son dernier championnat. Merci Georges. Oui, on verra si c'est le dernier championnat de France. Ce qu'elle a dit, si jamais je suis pas sur le podium, j'arrête. Tous les ans. D'accord. Revenons à RMC Running et donc aux étirements. Comment bien faire ces étirements? Pareil, autre question un peu basique, Stéphane. Est-ce que quand on fait de la course à pied, ça a un intérêt d'étirer le haut du corps? Alors oui, c'est toujours intéressant d'étirer le haut du corps, notamment la zone dorso-lombaire, le bas du dos qui est très très sollicité en course. Et donc on peut l'étirer bien sûr classiquement en enroulant le dos, que ce soit en étant sur le dos et en enroulant les jambes vers le torse, ou au contraire en étant debout et en enroulant le torse vers les jambes. Mais aussi des étirements latéraux. Si par exemple vous êtes debout, alors ça va être compliqué, vous allez suivre, vous êtes debout, vous passez, vous croisez la jambe droite devant la jambe gauche. Attends, bouge pas, on fait en même temps. Dis doucement parce qu'on le fait en même temps. Alors. Tadina et Véronique sur le plateau, attention. Vous êtes debout, vous passez la jambe droite, décalée devant la jambe gauche, même à gauche de la jambe gauche. Et vous vous penchez sur la droite en laissant filer le bassin sur le côté gauche. Stéphane, tu le vois pas, mais Maryse le fait pour de bon. La position du lotus inversé, je t'annonce. Les étirements sur le côté. Je sens sur le côté et dans le dos, surtout comme en yoga, pareil. Et ça c'est parfait parce que les muscles du dos on les oublie, mais ils sont très sollicités avec les impacts. Je rigole quand je dis ça, mais c'est les extrêmement rares fois où je cours, mais ça m'arrive de temps en temps. J'ai fait une course à Montpellier il y a pas très longtemps. Le lendemain, c'est pas aux jambes que j'ai mal. Là où j'ai le plus mal, c'est le dos et les hanches. Ça m'arrive très clairement. Alors Stéphane, aussi les auditeurs peuvent pas le voir, mais grâce à ça, les types en régie ont vu le dessous noir en soie de Maryse, ce qui est quand même un avantage incroyable. Merci Stéphane, le coup était très bien monté avec le mec de la régie. Ils sont bien rincés, hein. Bravo. Même pas vrai. Si, c'est vrai. Alors, on me l'a dit dans le casque. Non, parce qu'elle vous êtes complètement avec derrière la vitre. Elle a une culotte sloggy blanche. Elle a une sloggy blanche en dentelle. Alors moi, j'ai pas faire de commentaires malheureusement. Alors, j'aimerais quand même, parce que c'est très intéressant ce que nous raconte Stéphane. Toi, tu cours pas. Mais si voilà, attends. Quand on fait les étirements, je fais pas d'étirements. Tu parlais tout à l'heure de la position. C'est-à-dire que plutôt que, par exemple, quand on veut essayer quand on va se baisser vers l'avant pour toucher le sol, par exemple, en étant en jambes tendues, plutôt qu'essayer de mettre des à-coups pour aller de plus en plus bas, mieux vaut rester sur une position, en gros, en sentant la position fixe où on sent que ça tire, quoi, Stéphane. C'est ça. Faut s'arrêter à la douleur. C'est le principe. Il faut s'inspirer, pour les gens qui connaissent un peu, il faut s'inspirer de ce qui se fait en yoga, qui est jamais en force, de ce qui se fait en pilates, pour ceux qui pratiquent ou qui connaissent. C'est jamais en force. Les à-coups, c'est une fois de plus des traumatismes pour les muscles. Il faut leur laisser reprendre de leur longueur, mais vraiment en souplesse et sans violence. Sinon, au contraire, il y a une réaction inverse qui va créer des sortes de crispations réflexes et on n'arrivera pas aux effets recherchés. Est-ce que il y a un nombre d'étirements? Enfin, est-ce qu'il faut essayer d'étirer chaque muscle? Parce que alors voilà, chacun quand il fait ses étirements, ses habitudes. Il y en a un qui va faire 5 minutes de mollet, et puis il va pas faire les ischios, et puis il y en a un il va faire les quadriceps, il fait pas les ischios ou l'inverse. Enfin, chacun a son petit protocole personnel. Quel conseil à donner là sur les exercices spécifiques? Les incontournables. Pour ne rien oublier, on peut partir de bas en haut. Donc déjà mobiliser les chevilles aussi pour les réoxygéner un peu, et puis pour ces tissus qui sont, il y a des impacts sur les chevilles, donc les mobiliser avec des rotations sur la pointe de pied, en étant en appui face à une barrière par exemple. Et puis après on commence à étirer les mollets. Et les mollets, il y a 2 mouvements à réaliser, parce qu'en fait c'est un groupe, le triceps au niveau du mollet, il y a les jumeaux, il y a le solaire, et il y en a qui sont biarticulés, qui passent 2 articulations, la cheville et le genou, et d'autres qui ne passent qu'une articulation. Donc il faut étirer jambes tendues et jambes fléchies. Voilà. Avec le talon que l'on garde au sol en reculant le pied d'appui. Bon, ça les gens connaissent ces étirements-là. Et puis après on remonte en postérieur sur les ischios, puis sur les
fessiers aussi, les muscles fessiers qui sont sollicités. Si on les étire pas, on peut avoir des sortes de contractures à un muscle profond qui s'appelle le pyramidal, et juste derrière il y a le sciatique qui passe, le muscle sciatique, et parfois on peut avoir des douleurs sciatiques, notamment en conduisant en voiture. Oui. À cause de ça, à cause de ce muscle, sans avoir de problème de disque au niveau du dos, mais juste à cause de ce muscle qui est très contracté et qui vient irriter le sciatique. Puis quand on a fait ça, on passe devant, notamment les quadriceps bien sûr, le psoas, qui fait la liaison entre le haut et le bas du corps et qui est aussi sollicité, et puis après le dos, et quand on a fait ça, les étirements latéraux au niveau du dos et d'avant vers l'arrière, soit sur le dos soit devant, on a fait à peu près le tour complet de ce qu'il faut faire en étirement. C'est complet, non? Ah ouais, c'est génial. Très complet. Voilà. Et puis un petit conseil pratique, parce que les étirements c'est souvent chiant à faire, mais quand on les fait devant la télé, ça passe vachement plus vite. Oui. Ah ouais. Même en tendance. Ah non, mais moi je les fais toujours dehors. Moi je le fais sur le site. En repassant. Ouais. Même, tu vois, pendant le repassage. Ouais. Parce qu'elle a des grands pantalons, donc elle passe. Non, mais je me mets en écart facial et je pose le linge par terre et je repasse comme ça. J'espère Mais que je te tu jure. C'est formidable. Oui. D'accord. Oui, j'ai oublié, puisque tu parles d'écart facial, bien sûr, il y a les adducteurs. Et ça, voilà. Tu vois? Non, ça les fait rire. Bah oui. J'avoue que t'imaginer en écart facial, en nuisette, en train de repasser. Mais je t'ai pas dit en nuisette, mais arrête un peu. Arrête avec mes sous-vêtements. Il y a des images comme ça. Il faut que tu t'occupes de tes muscles, de ton muscle. Brian, tu veux rajouter un truc, tout ce que non, je pense que tout a été dit. C'est vrai qu'il faut. En fait, ce qu'il y a, c'est quand on fait les étirements, il faut vraiment penser à autre chose et prendre le temps de le faire. Sinon, c'est un peu bâclé. C'est un passage obligé, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, ça fait partie de l'entraînement et on est content quand le lendemain, quand. Et moi, quoi qu'il arrive, j'ai toujours l'impression d'avoir 2 barres de fer dans les mollets. Dans les mollets, oui, parce que pourtant j'essaie de courir sur terrain souple plutôt que sur de la route. Mais je sais pas comment je me débrouille. Je sais pas. Mais parce que la spécificité de ton sport fait que tu as un appui quand tu cours qui est pas le même que le mien. Moi c'est les fesses et le dos, toi c'est les mollets, ça paraît logique. Je crois que Céline a un point où c'est la dernière solution. Il faut que tu casques un mec pour faire tes footings. Ça voilà. T'emmerdes plus. C'est ça voilà. Merci Stéphane. Sparring runner. Merci beaucoup. Alors, soyez attentifs sur RMC Running, sur rmcsport.fr. On va mettre en ligne dans les heures qui viennent un protocole d'étirement précis. Avec complet, avec la totale. Ouais, il y aura la totale. C'est en cours de préparation. Voilà. On va avoir l'audience. En fait, la première chose, c'est la disponibilité. Souvent, on fait comme on peut en fonction de ses horaires de travail. Quand on n'est pas professionnel, on organise sa pratique de la course à pied autour de son travail et de sa vie familiale, de ses différentes obligations. Donc, c'est souvent comme on peut. Après, il y a des goûts aussi. Il y a des personnes avec qui je discute. C'est vrai que c'est plutôt le matin pour démarrer la journée, dire voilà, j'ai pris un moment pour moi. C'est bon, je peux être disponible pour les autres. Donc, c'est un peu ça dans l'état d'esprit. J'ai pris ce moment pour moi, ça me permet d'être bien disponible et de bien lancer ma journée. Et puis il y en a d'autres qui sont pas du matin, qui préfèrent la fin de journée, d'autres à qui vous parlerez et qui vous diront en fin de journée, après toute la journée, j'ai plus le courage d'y aller. Donc ça, tout ça c'est très personnel. Après il y a quelques règles sur le plan physiologique pour l'évacuation notamment du stress. Si on court sans aller à des allures très excessives en fin de journée, ça peut favoriser le sommeil si on n'est pas dans des pratiques très très explosives de course à pied. Donc moi j'aurais pensé l'inverse avec la montée d'adrénaline. Si tu fais de la muscu le soir et que tu pousses et que tu fais un truc stressant, mais courir, tu vas dégager des endorphines. Voilà, la course, si on court un rythme vraiment très très raisonnable le soir, qu'on fait pas de fractionné par exemple, ça peut au contraire permettre de faire tomber la tension de la journée, tension un peu intellectuelle du travail, et puis de retrouver le sommeil plus facilement. Si vous faites un match de squash par exemple qui est beaucoup plus explosif, ça peut au contraire vous perturber votre sommeil, mais là aussi il y a des gens qui vous diront qu'ils jouent au squash tous les soirs et que ça les empêche pas de dormir. Donc il y a les règles et puis après il y a les individualités qui font que tu vois Gilbert, toi qui es sec comme une crique par exemple, tu t'es pas obligé de courir le matin, tu peux le soir pour te déstresser après une longue journée de boulot. Hier soir je suis allé faire une course en région parisienne, il y avait une course qui partait à 20h30, à 10 km. T'étais naze. J'ai pas dormi de la nuit. Mais parce que c'était une course, là, t'étais dans une compétition, t'étais pas dans du footing, dans du délassement. Tandis que Serge et moi qui sommes un peu épais de la couenne, par exemple, si on veut perdre un peu de poids, il vaut mieux aller le matin, même avant le petit-déj. Évidemment, pas pendant 20 bornes. Mais non, le matin tôt, genre à 7h ou 6h30 du matin. Et après, on se fait un petit green shake, enfin, tu vois, un petit truc sympa. Non, mais, Docteur Simon, quel est votre conseil? J'adore le petit rire. Stéphane, c'est vrai qu'une des clés aussi du positionnement du footing, c'est l'alimentation.
le mettre n'importe quand par rapport à tes prises alimentaires. Maryse, tu as raison de dire que si on veut perdre du poids, j'aime bien courir à jeun. Il faut courir à jeun parce que tu vas aller taper dans ta réserve de glycogène. Ça, c'est un conseil, surtout de tenir personne. C'est très important. Courir à jeun. Non, si tu veux perdre du poids, parce que si tu as pas de réserve alimentaire, on peut courir à jeun. Si tu t'es pas alimenté avant, ton corps va l'épuiser dans ce qu'on appelle la réserve de glycogène. Il va bouffer. Après, il va mobiliser les graisses pour reconstituer ton glycogène. Donc, c'est très bien pour maigrir. Bien sûr, je vais pas faire un marathon à jeun. Il s'agit d'un petit footing de 45 minutes, 1 heure. Après, il faut pas courir évidemment après avoir manger copieusement, que ce soit un petit déjeuner ou un repas, parce que tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de sang qui sont sollicités pour la digestion et tu vas pas être performant, tu vas pas arriver à tes objectifs. Donc c'est important, Stéphane, de positionner le footing par rapport à la prise alimentaire. Alors Serge, on m'a dit que la digestion prenait l'équivalent d'un semi-marathon. La digestion quand tu manges quelque chose de lourd, et que c'est pour ça qu'il ne faut pas associer les deux. Tu as été sportif de niveau, Stéphane aussi et moi aussi. La dernière prise alimentaire avant un match de rugby, on l'a calé 3 heures avant. 3 heures, 3-4 heures. Alors et plus on est en logique de pratique de la course à pied en compétition, plus il faut anticiper le dernier repas parce que le stress est un facteur de ralentissement aussi on va changer la composition déjà du repas, faut éviter les graisses bien sûr, les fibres, tout ce qui peuvent ralentir. Éviter les bananes. et surtout il faut effectivement anticiper parce que le stress ralentit, donc sinon on se sent lourd au moment de la compétition et c'est pas le cas forcément sur un entraînement où il y a moins d'enjeux, donc